Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups. Qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux. Mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets. Et il est temps que ça change. Abonnez-vous, des conseils gratuits, ça commence par là. Si le sujet vous intéresse, mais que vous n'avez pas le temps ou l'envie de gérer vos finances par vous-même, je vous suggère de prendre contact avec OTA Capital, qui sponsorise La Martingale. Leur métier est justement d'accompagner des gens comme nous dans la gestion de leur patrimoine privé ou professionnel. Il suffit pour cela de les contacter sur lamartingale@ota-capital.com ou en tapant directement OTEA sur votre moteur de recherche préféré. Bonne écoute. Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'être avec Éric Pinon, qui est le président de l'AFG, qui est l'Association française de la gestion financière. Salut Éric. Bonjour. On s'est croisés, nous, il y a déjà quelques années. À l'époque, tu étais chez Acer Finance. Absolument. On avait travaillé sur votre site un bon moment d'ailleurs. C'était vraiment un beau projet. Tu as été aussi président des sociétés entrepreneuriales, donc ça c'est une association que tu as cofondée. Non, c'était un élément de l'AFG. L'AFG a plusieurs membres, des filiales d'assurance, de banques et des entrepreneuriaux dont Acer Finance fait partie. Et j'ai présidé pendant longtemps cette activité-là avant de devenir président de l'ensemble des sociétés de gestion. D'accord. Aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes. C'est pour ça que je suis vraiment hyper intéressé d'avoir cette réponse à ma question du jour faut-il se faire accompagner pour gérer son fric. Tu es aussi donc conseiller de la financière de l'Échiquier et tu as monté une société de conseil, Pinonce Family, avec Laure qui se trouve être ta compagne, je crois. Exact. Je reviens sur cette question. Alors, c'est une question que je me pose depuis assez longtemps. Je t'expliquais que la Martingale a pour but de vraiment explorer la gestion patrimoniale. Et depuis quelques numéros maintenant de ce podcast, j'interroge des spécialistes sur plein de points. Donc, ça peut être des bitcoins, ça peut être potentiellement tout ce qui est gold-based investing ou tout ce qui est... là, je vais faire des épisodes sur les arbres, le pinard, enfin, il y a plein de choses. Et à chaque fois, je me dis, je saute, j'ai trop envie d'y aller. Bon, alors déjà, j'ai pas un patrimoine illimité, donc je peux pas aller sur tout. Après, il faut choisir comment tu ventiles tes risques, etc., etc. Mais j'avais quand même ce petit a priori qui date probablement de mes premiers banquiers, mais quand tu vas voir des gens qui doivent te conseiller pour gérer ton argent, tu as toujours ce petit truc où tu te dis, est-ce que c'est un conseiller ou est-ce que c'est un commercial ? Est-ce qu'il essaye de me vendre un truc pour gagner sa com, ou est-ce que vraiment il pense que c'est le meilleur truc pour moi ? Alors, ce qu'on peut dire quand même dans la vie du haut de mes plus de 60 ans maintenant, après 40 ans d'activité professionnelle dans ce monde-là, et en ayant vu d'autres, c'est que, de toute façon, partons du postulat de base, que dans le monde, dans la vie, tout le monde vend quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il le vend au profit de sa maison ? Est-ce qu'il le vend au profit de ses clients ? Et est-ce qu'il le vend de façon pérenne sur la durée ? Je pense que lorsque on s'est vu effectivement chez Acer Finance, qui est toujours une maison dans laquelle j'ai un certain nombre de contacts et de relations pour mes clients, puisque mes ex-associés, puisque j'ai quitté au niveau actionnarial, mais les clients sont toujours là, je pense qu'il est important de voir que Acer avait un modèle, c'était celui de beaucoup de sociétés entrepreneuriales, de faire en avant et devant ses clients un vrai service de solution d'épargne. Je pense qu'aujourd'hui l'AFG et donc le président que je suis devenu depuis maintenant presque 3 ans a envie que nous ne soyons plus des vendeurs de produits mais bien des vendeurs de propositions de solutions d'épargne. Et c'est là où, par rapport à ta question, il est important de se mettre en avant dans la connaissance client. Sauf que les sociétés de gestion ont un problème, pour certaines d'entre elles, c'est qu'elles ne connaissent pas le client final. Donc certaines sociétés de taille petite, moyenne ou voire grande, mais ont la chance d'avoir
un contact direct avec leurs clients et donc d'être bien conscient de la destination, de l'objectif du client. Si jamais, par contre, tu es face juste à un vendeur, soit dans un réseau, soit un vendeur de produits classiques, il va pas couvrir tous tes besoins. Tu parles, par exemple, du Bitcoin, on peut parler de l'éolien, on peut parler des diamants, on peut parler des voitures, des tableaux, des montres, tout ce que tu veux. Je veux dire, si on te disait, mets 100% de ton patrimoine sur des montres, c'est peut-être une très bonne idée, mais d'abord, toutes les montres ne finissent pas par valoir 10 fois le prix d'achat. Deuxièmement, une montre, ça peut ne pas être pérenne. C'est valable pour d'autres sujets. Et surtout, et c'est là où c'est important, c'est que si c'est un patrimoine que tu as construit et que tu as besoin d'utiliser, soit à court terme, soit pour tes enfants, soit pour toi à la retraite, puisqu'on a la chance maintenant de vivre vieux, ou du moins d'avoir le sentiment de vivre vieux, que, on y reviendra peut-être, la retraite va être un peu modifiée. Monsieur Macron rêve effectivement de changer le système de la retraite. Il a confié cette mission à des acteurs qui vont faire qu'il faut se prendre en charge. Je pense qu'il faut effectivement toujours se faire accompagner, mais pas se faire accompagner uniquement sur la sélection du produit acheté, mais sur la prise de conscience de qu'est-ce que ce produit va m'apporter dans ma solution. Ok, donc pas en effet, on va vraiment prendre du recul. L'idée, c'est de se faire accompagner pour prendre du recul. Je rebondis sur deux choses avant de revenir là-dessus que tu as dit. C'est que, bon, alors, une des choses que j'ai compris, je crois que je m'en doutais un petit peu, très honnêtement, avant de commencer ce podcast, mais si quelqu'un me dit tu mets 100% sur des montres, déjà, a priori, s'il me dit tu mets 100% sur un truc, déjà, faut s'en méfier, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Et après, quelle était ma deuxième question? Oui, tu parlais de société de gestion. Et alors, pour moi, pour le profane que je suis, en fait, parmi tout ça, je suis un peu perdu. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle, alors maintenant, je dis l'acronyme, les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine. On a des sociétés de gestion, on a des banquiers privés, et en fait, il y a plein de. Est-ce que tu peux juste me rappeler? Sans faire un panorama total, mais juste que je comprenne un peu tout ça. Alors en fait, on a historiquement, on va faire dans le plus vieux et dans le plus classique, on a les banques à réseau ou les courtiers d'assurance. La BNP. La BNP, Société Générale, qui tu veux. CNP, ok. Voilà, ouais. Non, CNP justement, c'est la partie assurance, okay, mais c'est pas une banque. Mais là-dessus, c'est le conseiller classique. On est dans un monde bancarisé. Donc, dès qu'on travaille, on est obligé d'avoir un compte chèque, d'avoir un compte de dépôt, etc. Ces gens-là sont les premiers contacts. Et puis est arrivé un nouveau monde qui était celui de l'intermédiation boursière. C'est-à-dire que lorsque les gens sont devenus riches ou potentiellement riches et qu'ils ont voulu en partie épargner, ils ont eu la chance d'avoir des agents de change qui n'existent plus en termes de statut, mais qui sont devenus, on va dire aujourd'hui, des conseillers. Et là, en 89, on a créé, en plus de l'Association française des fonds d'investissement, qui ne vendait que des produits, on a créé un statut qui était l'Association française des sociétés de gestion de portefeuille. D'accord. Donc là, c'est 1989. Et en 96, on a même obligé les banques et les assurances à filialiser leur activité de gestion produits et pas leur activité de gestion de conseil. Et c'est là où ta question est intéressante, c'est que on finit par avoir l'acteur Crédit Agricole ou BNP qui va vendre un service au client, mais qui va en parallèle avoir sa propre usine à produits, comme je dis souvent. L'usine à produits, elle a pour mission, comme son nom l'indique, de sortir des produits. Après, est-ce que le produit est adapté, bien adapté, en bonne adéquation, comme on dit en termes techniques, au niveau de l'autorité des marchés financiers? C'est un sujet. Et donc, pourquoi je parle de l'autorité des marchés financiers? Ex-COB devenu AMF, qui est donc le gendarme de la bourse, qui hier était le gendarme de la bourse au sens des cotations des valeurs. Donc toutes les valeurs cotées. Aujourd'hui, c'est le gendarme de la bourse sur 3 niveaux, qui sont les cotations des valeurs, donc les émetteurs, comme on dit, donc ils surveillent les entreprises qui font appel à l'épargne publique. Ils sont le régulateur des sociétés de gestion de portefeuille produits, et en accord ou en partenariat avec l'autorité, la Banque de France et ce qu'on appelle l'ACPR, donc l'autorité qui a le rôle sur les CGP que tu as cités. Ils essayent de globaliser, est-ce que la clientèle que nous visons
a bien la proposition qui lui va le mieux possible, avec multitude de réglementations. On va pas rentrer dans ces détails qui vont emmerder tout le monde, pour être très clair, mais on est dans une situation où le sujet et le souhait du législateur, et là j'insiste sur ce point, c'est que la réglementation n'est pas française, elle est de plus en plus européenne. D'accord. Donc le législateur de Bruxelles, à la Commission européenne qui fait les propositions de loi, au Parlement européen qui les vote, c'est de défendre l'épargnant. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des grosses escroqueries, il y a eu des gros drames. Alors, l'un des plus connus qui a fait la une de la presse, c'est celui de M. Madoff, mais il n'y a pas que M. Madoff. Il y a eu à une époque, avant M. Madoff, un monsieur qui s'appelait M. Milken, qui vendait ce qu'on appelait des John Bonds. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, John Bonds veut dire des obligations pourries. Oui. Et donc, on est dans une situation où on avait des gens qui croyaient, j'allais dire au Père Noël, tous les jours, et ça, c'était pas bon. Donc, comme les gens sont pas suffisamment bien informés, malheureusement suffisamment pas bien éduqués, et que les professionnels qui leur font des propositions sont parfois très techniques et trop techniques, on a un sujet d'éducation de l'épargnant qui justifie ta question première ou ta question du jour. C'est oui, faites confiance à quelqu'un pour qu'il vous accompagne, pour juger ce qui vous est proposé. Mais alors du coup, si je reviens, parce que j'ai d'autres choses, et t'as pas fini probablement ta réponse, mais déjà sur tes deux premiers points qui sont ces banques traditionnelles, j'ai noté moi le conseiller du coin de la rue, le service, et par ailleurs l'intermédiation boursière, donc les sociétés gestion de portefeuille, ce que tu as aussi nommé l'usine à produits. Typiquement, là, je prends, je sais pas, moi je suis client dans deux banques grandes, Compignon-sur-Rue. J'ai quand même un conflit d'intérêts, c'est-à-dire que si eux, ils vont vouloir me vendre absolument les produits de leur propre usine. Est-ce que la BNP, je formule ma question, est-ce que la BNP vend des produits de la Société Générale ? Alors, la réponse à ta question est très claire. Nous avons réussi à faire changer, quand je dis nous avons réussi, les sociétés de gestion, dont les plus petites, ont réussi à faire changer le comportement des grandes sociétés. Certains producteurs produits, Monsieur Coca-Cola, ils vendent du Coca-Cola. Par contre, aujourd'hui, pour revenir à ta question, oui, BNP, en société de gestion, ne produit que des produits BNP, bien entendu. De BNP Asset Management, ou IM comme on dit, est une société qui ne fait que des produits BNP. Maintenant, les diffuseurs de chez BNP, que ça soit dans les réseaux, que ça soit dans ce qu'on appelle le high net worth, c'est-à-dire la clientèle de certains niveaux. Alors je sais pas, il faut faire attention dans le monde moderne sur les seuils, mais à partir d'un certain niveau, oui, la BNP est capable de te faire acheter des produits de la Générale, des produits de la Financière L'Échiquier ou d'Acer Finance, des produits de je ne sais qui. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est bien là où est la préoccupation actuelle des gens qui nous gouvernent, des gens qui nous régissent ou qui nous légifèrent, c'est est-ce que l'offre qui est faite, si elle se limitait à une gamme de la propre maison qui les diffuse, serait suffisante? La réponse est non. Aujourd'hui, surtout en Europe et en particulier en France, on a ce qu'on appelle une dérive géographique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop, peut-être par le passé, alors là je parle au niveau européen, puis après je reviendrai sur la France, mais au niveau européen, fait des actions européennes. Et puis on a vu qu'il peut y avoir des intérêts à acheter du Brésil, de la Colombie, j'allais dire de la Russie à un certain moment, demain de la Chine, du Vietnam, du Cambodge. Alors certains acteurs, par exemple Carmignac, qui est un acteur célèbre connu, lui est parti vers l'Est. Il y avait des acteurs qui étaient plutôt partis vers l'Ouest au niveau des États-Unis. Le point important, et c'est là où on revient à ta question première, il ne faut pas confondre vendeurs de produits et vendeurs de services. Beaucoup de sociétés de gestion sont, comme le sont, alors pour certaines catégories qui se croient pas suffisamment riches pour y accéder, ce qu'on appelle les family office, c'est-à-dire des gens qui ont la chance d'avoir, qui un notaire un peu spécialisé dans la finance, qui un avocat, pour dire, OK, on va s'occuper de ta gestion de ton patrimoine. Mais très honnêtement, pour des gens normaux, ce qui est probablement ton cas ou le mien, avec peut-être un peu d'argent, mais pas des milliards, il faut se dire que oui, des acteurs indépendants peuvent bien allouer, bien choisir les sous-jacents ou les investissements qui vont être faits au profit d'une destination. Et moi, ma question que je pose à tous mes clients, et je le fais depuis très longtemps, moi ça fait 40 ans que je fais ce métier, alors avant j'étais pendant 10 ans sur les marchés financiers, puis depuis 30 ans dans des sociétés de gestion dites entrepreneuriales. Tu as cité Acer, j'en ai fait une avant qui s'appelait Europe Égide Finance, mais peu importe, le principe est toujours la même, c'est monsieur le client,
qu'est-ce qui vous fait plaisir demain? Votre argent, vous voulez à 3 mois pour changer de voiture, vous le voulez à 3-4 ans pour payer les études de vos gamins qui vont bientôt être bacheliers, et comme on sort du bac, aujourd'hui, il y en a peut-être, je viens d'en avoir 2 ce matin, clients qui me disent, bon, mes enfants, en plus, il a des triplés, donc mes enfants ont tous eu le bac, je me pose la question, mais à 5, 10, 20 000 euros l'école, il faut se poser les vraies questions. Ouais. Ou est-ce que c'est parce que je pense que je vais mourir vieux, puisqu'aujourd'hui, on t'annonce que tu as des chances de survivre jusqu'à homme ou femme, alors il y a un peu d'avantage pour la femme que pour l'homme, mais au-dessus de 80 ans, de se dire effectivement, est-ce que j'ai assez d'argent pour faire tout ça? Mais c'est pas du tout la même préoccupation quand tu as ce sujet à 3 mois, quand tu as ce sujet à 3 ans, quand tu as ce sujet à 30 ans. Alors là-dessus, je reviens à ta question, beaucoup de travaux qui ont été faits, y compris par l'Association française de la gestion, c'est d'offrir une gestion ouverte, c'est-à-dire une gestion qui n'est pas captive par le vendeur, mais qui est bien possiblement ouverte vers multitude de produits de placement en dessous. Et c'est là où choisir son conseiller est important, parce que c'est vrai, par contre, que si tu vas dans une banque de coin de la rue, comme tu dis, ou si tu vas chez un vendeur calico, si tu rentres chez Monsieur Coca-Cola, il faut pas lui demander du Pepsi, c'est marqué Coca-Cola sur son devanture. Mais donc, du coup, c'est ça, c'est ce qui me fait réagir, c'est que quand tu dis à partir d'un certain montant, donc qui est probablement des millions d'euros. Non, je crois que justement c'est l'erreur. C'est une des grosses erreurs que beaucoup de gens font. Alors bon, je vais lâcher le mot, mais je sais pas s'il faut le lâcher, mais c'est vrai que les gilets jaunes se croient très pauvres. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où à partir d'un certain seuil, si je devais te donner un montant, je dirais quelqu'un qui a la chance d'avoir plus de 50 000 euros d'épargne, il doit se poser la question de qu'est-ce que je fais de cet argent? Parce que 50 000 euros, ça paraît rien, mais enfin, c'est quand même, peut-être aux yeux de certains, mais c'est quand même une certaine somme. 50 000 euros, c'est aujourd'hui quand même 2 ans de salaire pour les moins rémunérés d'entre nous. Donc, on est dans une situation où non, ce n'est pas réservé aux très gros. Par contre, oui, et c'est là où est le problème, c'est que pour mettre en place tout ça, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de compétences. Il faut un ingénieur fiscaliste, il faut un conseiller patrimonial, et donc il faut effectivement rentrer dans des modélisations un peu plus simples pour pas que à chaque fois qu'on envoie un client à 50 000, on y passe 20 heures à lui raconter notre vie. Ça lui coûterait beaucoup trop cher ou ce serait pas rentable pour toi? Ça serait pas rentable pour moi et donc par définition, je finirais par plus le faire. Mais si on veut bien le faire, et c'est bien ce qu'on souhaite faire au niveau de l'AFG, entre autres de ce qu'on appelle la loi Pacte qui vient d'être votée et qui va être mise en place à la rentrée des vacances de 2019 avec le plan d'épargne retraite, donc qui va s'appeler le PER, qui fusionnera le PERP, le Madelin, enfin tous les sujets d'épargne retraite. J'ai jamais compris. Voilà. Ouais. Mais alors, en fait, l'idée c'est de les rendre plus intelligents, enfin plus compréhensibles, j'allais dire. Donc on fait d'ailleurs à ce propos, l'AFG organise le 18 septembre un lancement de son livre blanc sur l'épargne en général, sur l'éducation financière qu'on trouvera en ligne, particulier, qu'on trouvera en ligne, oui bien sûr, et qui sera effectivement, j'espère, relayé par un maximum de presse pour montrer que nous sommes des proposeurs de solutions et que certains de nos acteurs, aujourd'hui, un chiffre qui n'a pas encore été donné, nous sommes 630 sociétés de gestion agréées par l'autorité des marchés financiers en France. Mais sur ces 630, il y a beaucoup, c'est un chiffre que je m'amuse à sortir régulièrement, nous avons, à l'heure où nous parlons, moins de 10 structures sur les 600 qui gèrent plus de 100 milliards d'euros. Alors 100 milliards d'euros, ça paraît énorme, mais il faut savoir que nous en avons, donc en l'occurrence, plus de 340 pour être précis, qui gèrent moins de 500 millions. Et ceux qui gèrent moins de 500 millions, paradoxalement, c'est ceux qui rendent les meilleurs services de conseil de patrimoine, de conseil financier, puisque les autres sont souvent, et c'est le cas du plus gros d'entre nous qui est Amundi, c'est un excellent fabricant produit, c'est un excellent constructeur de sous-jacents, comme on dit dans notre jargon, d'outils à acheter, mais il laisse la distribution à ces différentes maisons avec lesquelles il travaille, qui s'appellent la Générale, le Crédit Agricole, le Crédit Lyonnais, la CPR, etc. Donc je pense que le point important de ta question, c'est n'hésitez pas, madame, monsieur, quel que soit votre niveau de patrimoine, à vous poser la question, est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas tout seul? Parce que, et tu l'as évoqué, le Bitcoin,
très bon placement. On parlait des crypto-monnaies il y a quelques semaines, quelques mois. Maintenant, on parle des crypto-actifs. Bon, pourquoi ? Parce qu'on a rajouté ce qu'on appelle les tokens, les equity tokens. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais le point important, c'est que le client comprenne que si ils voient ça. D'abord, il y a des grosses variations. Pour ceux qui ont suivi le Bitcoin, de ceux qui nous écoutent, ils ont vu passer des cours de fou. Alors, c'est valable dans tous les supports, sauf peut-être dans l'immobilier où on voit pas trop le prix du mètre carré s'afficher tous les jours quand on rentre chez soi. Mais pour le reste, c'est vrai que Renault, L'Oréal, l'or, les actions, les devises, tout, on peut citer tout, même les obligations. Hein, je veux dire, on parle de l'obligation italienne, de l'obligation grecque en 2011. Enfin, tout peut avoir ce qu'on appelle dans notre jargon de la volatilité. Oui. Le point important, c'est de la supporter. Donc, on ne peut supporter ces volatilités et donc à la sortie, envisager de s'enrichir que si on a bien décidé avec son conseil et pas alone, pas tout seul, quelle était la durée de l'investissement. Mais par exemple, alors on dit souvent, tiens, je vais te poser une question que j'avais pas prévue, mais on dit souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé. Toi, Éric Pinon, bah moi, j'ai fait des grosses conneries. Non, mais on est entre nous. Là. Personne nous écoute. Mais lorsque j'ai vendu mon entreprise, ma première entreprise, nous sommes en 2003, j'ai réinvesti dans un projet avec deux de mes associés que tu connais puisqu'on a fait le site ensemble dont tu parlais. Et j'ai investi dans un projet d'entreprise où j'ai mis pas mal de la somme que je venais d'encaisser. J'ai vécu sur la somme que j'avais encaissée en permettant à l'entreprise de démarrer et j'ai trop placé en sensible, en action. Et l'erreur que j'ai faite, et là, j'étais conseillé, ou j'ai pas écouté le conseil parce que je me suis cru... Alors, le cordonnier est peut-être le plus bien chaussé, mais il croit qu'il est le meilleur chausseur. Donc, on est dans une situation où je me suis cru suffisamment malin pour dire, comme je connais, je vais garder cette position sensible. J'aime pas le mot risqué, mais cette position sensible pour mon patrimoine. Résultat, nous sommes en 2003, 2004, ça va à peu près. 2007, 2008, la crise des subprimes, 2011, la crise de la devise avec la Grèce que j'ai déjà citée, 2003-2004, il y avait eu la crise des actions et justement des GAFA dont tu parlais, la bulle Internet, etc. Donc le mix de tout ça a fait que j'étais trop exposé pour un investissement qui aurait dû être beaucoup plus liquide. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ce que je dis d'autant plus facilement maintenant que j'ai passé la barre des 60 ans et que, quelque part, cet argent me manque. Parce que si j'avais été prudent, si j'avais mis un bout de côté suffisamment, alors après, on peut discuter de la façon dont j'ai dépensé mon argent. C'est un autre débat. Oui. Mais si je veux garder, effectivement, les moyens de maintenir ma vie sans rajouter au risque entreprise qui était le mien, au risque effectivement de développement de mon entreprise, parce que c'est pas facile de redémarrer. Si j'ai rajouté, et ce que j'ai fait par erreur, moi, le risque des marchés des autres, j'aurais mieux fait d'être complètement en prudent. Par contre, sur le moyen long terme, à la limite, il y a un moment où il faut, si je suis sûr de ne pas avoir besoin de cet argent, et là c'est ma grande phrase que je sors tout le temps et que je m'en voudrais de pas de sortir, c'est qu'à la naissance de nos enfants ou de nos filleuls, de nos petits-enfants, pour moi qui vais peut-être être dans ce cas-là dans quelques jours, c'est ne pas leur faire un livret A. Il ne faut pas faire un livret A d'épargne pour quelqu'un qui naît aujourd'hui, puisqu'il a 18 ans devant lui avant d'utiliser son fric. Donc dans 18 ans, sauf à ce que ça soit la fin du monde, que les Iraniens aient balancé une bombe atomique sur les Israéliens, et auquel cas l'affaire sera réglée. Mais si effectivement le monde est à peu près équilibré et que les gens qui nous gouvernent essayent de ne pas se taper trop sur le coin de la gueule, on est dans une situation où effectivement on aura la chance d'avoir dans 18 ans un actif qui aura été, s'il a été sensiblement exposé, plus important que celui qu'on aurait eu sur le livret A. Oui. Par contre, pour nous, à 40 ans pour toi, à 60 ans pour moi, ou à quelle que soit la génération, et c'est peut-être probablement vrai encore plus à 70 ou à 80, se poser les bonnes questions de l'argent que j'ai, à quoi doit-il me servir ? Et donc je reviens à ta question, non, le cordonnier que je suis a été effectivement, oui, il a été mal chaussé parce qu'il s'est cru peut-être plus malin et qu'il a cumulé les erreurs. Et ça, je peux assurer tous nos auditeurs de tes brillants podcasts, c'est que si ils croient, parce qu'ils ont été chefs d'entreprise, parce qu'ils ont réussi leur entreprise, parce qu'ils ont gagné de l'argent, qu'ils vont se protéger
de tous les veaux d'or, comme on disait dans une certaine époque, de tous les rêves fous qu'on va leur proposer, je pense qu'ils font une énorme bêtise. Je dois te dire que un des meilleurs conseils, je crois, qu'on m'ait donné en tant qu'entrepreneur comme toi, hein, c'est que et c'est un conseiller en gestion de patrimoine, et je voudrais venir aussi sur ces deux points après, conseiller en gestion de patrimoine et banquier privé, pour compléter mon éducation. Il m'a dit un jour, je crois que j'en ai déjà parlé sur ce podcast, écoute, tu as une appétence pour le risque qui est forte, et dès que tu as de l'argent de côté, tu as envie d'aller sur du Bitcoin, sur de la bourse hyper volatile. À l'époque, je crois que je voulais faire des varans ou des trucs comme ça. Et il me dit, en fait, professionnellement, tu es déjà à risque tout le temps. Donc, personnellement, tu peux pas te mettre à risque partout, parce qu'en plus, généralement, quand ça se retourne, mis à part peut-être mais ça se retourne partout en même temps, donc tu prends une claque partout. Donc il dit sécurise un minimum de choses, quoi. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que en effet, même avec ces épisodes que je fais, les trucs qui me font le plus kiffer sont clairement les trucs les plus risqués. Donc c'est là-dessus où j'ai envie d'aller. Mais tu as raison, quand je t'ai connu là dans ta société Cosa Vostra, là où vous étiez dans vos bureaux, que je trouvais superbe et tout, t'étais déjà en risque de développement de ta maison. Si tu rajoutes à ça un risque d'exposition de ton stock qui, par rapport à tes besoins de vivre, de nourrir ta femme, tes enfants, c'est la théorie du genre sur la femme, donc on va juste te dire les enfants. Mais non, mais ma femme gagne plus que moi, j'ai pas de souci, tu peux y aller. Mais donc on est dans une situation où effectivement ce que tu dis, ce que j'ai dit moi pour répondre à la question que tu me posais, c'est que si on cumule tout, alors j'aime pas ce mot risque encore une fois parce que créer une entreprise, investir sur des actions, c'est risqué. Mais c'est exposé. Mais tu vois, je prends toujours cet exemple et cette remarque, c'est que dans les courses de chevaux, je suis pas un dingue de courses de chevaux, mais j'ai eu la chance effectivement de pouvoir me pencher là-dessus. C'est que on nous oblige à ne pas jouer quand la course est partie, parce que si on jouait pendant les 2300, 2400 mètres, je sais pas combien de centaines de mètres font des courses, mais enfin en moyenne c'est ça, 2400 mètres, et qu'on pouvait changer de cheval, on ferait une course dans la journée, on se rincerait ou on gagnerait beaucoup. Mais heureusement, le PMU a compris qu'il valait mieux faire 6 courses et nous obliger à jouer avant le départ et à rejouer sur la course d'après que de jouer pendant toute une course. Et je pense que tout le problème du conseiller ou pas du conseiller, puisque c'est ta question, c'est que le conseiller, il va parfois te frustrer. Il va parfois te limiter. Comme tu viens de le rappeler, ton copain, CGP, il te dit « Mais t'es un risque, mon pote, parce que tu veux toujours faire plus, faire mieux. » Mais attention, tu vois, il y a des sports, moi je pratique le golf par exemple, il y a des moments, tu peux croire que tu vas passer entre deux branches pour faire passer la balle. Ouais, tu as une chance de passer. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant dans ce sport maintenant, avec les statistiques américaines. Les Américains ont beaucoup de défauts, mais enfin ils ont moins des avantages, c'est qu'ils font beaucoup d'années sur beaucoup de choses. Et quand tu regardes les compétitions à la télé, ils te disent ce putt, là, donc la dernière partie du golf, pour ceux qui ne jouent pas, ce putt, statistiquement, les meilleurs joueurs du monde ont 20% de chances de le rentrer. Donc, ils ont 80% de chances de ne pas le rentrer. Donc, si le type le rate et qu'il est complètement déçu, c'est un mauvais joueur parce que, quelque part, il avait que 20% de chances de le rentrer. S'il le rentre, qu'il soit heureux, là, ça, c'est vrai. Donc, c'est le même sujet. C'est attention à ne pas se tromper. Ça gagne pas à tous les coups, ça gagnera jamais à tous les coups, mais si en plus, et ça c'est un point que je crois que j'ai pas bien évoqué, mais que je veux absolument redire, c'est qu'il y a un problème dans la durée. Si tu as la chance d'avoir du temps devant toi, pas besoin de cet argent pour vivre ou nourrir tes enfants, pour revenir à ce que je disais précédemment, tu es beaucoup plus serein. Si par contre, toutes les fins de mois, le remboursement du crédit immobilier, le loyer, les vacances qui arrivent, où j'en passais des meilleurs, te demande de l'argent et que tu ne l'as pas et que tu rêves que la bourse te le paye, eh ben tu vas avoir de mauvaises surprises. Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est c'est une stratégie de long run. Tu vois, j'écoutais un podcast avec Alain Prost récemment qui disait en fait moi si j'étais 3e ou 4e et que je voyais que ça me suffisait pour gagner le titre, enfin même très tôt, hein, mais j'allais pas forcément comme beaucoup des Nigel Mansell, même des Ayrton Senna qui allaient toujours chercher la place du dessus, la première place en fait. Je disais mais je restais, enfin voilà, et on l'appelait le professeur parce qu'il calculait un peu tout le temps. Et c'est vrai que je crois que c'est un des secrets qu'on m'a expliqué lors de ce podcast et on parlait de Laurent tout à l'heure, Puget, mais il faut
prendre du recul quand tu crées ta stratégie au début, c'est-à-dire te dire quels sont mes objectifs, et 2, être capable de garder la tête froide, notamment quand tout se pète la gueule, parce que, et c'est souvent, alors pas trop investir aussi au même moment, c'est les règles que je vois, c'est-à-dire pas tout mettre, pas rentrer sur un marché au même moment, rentrer petit à petit, et quand ça descend, juste se dire, bon, je suis sur ma stratégie, elle est au long cours, je continue à rentrer petit et j'ai à le petit, temps, même quand ça baisse. Surtout quand ça baisse. Mais ce que tu dis, c'est il faut avoir le temps. Il y a un des graphiques qui est toujours inquiétant, que je vois depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, au sens propre du terme, c'est que les gens attendent que les marchés aient monté pour commencer à croire qu'ils vont continuer à monter. Et ils attendent qu'ils aient fortement baissé pour commencer à se dire ils vont continuer à baisser. Moi, j'ai appris chez un agent de change qui portait le nom du garçon dont tu viens de parler, j'ai travaillé avec un chartiste, comme on dit, quelqu'un qui analysait les graphiques. Alors, les graphiques ne disent pas tout, mais ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur m'avait expliqué, là, on est fin des années 70, il me dit, 1900, hein, mais il me dit, regarde, ce graphique, il monte et tu vas te perturber sur sa montée, ou ce graphique qui baisse, tu vas te perturber sur sa baisse. Qu'est-ce que tu veux dire ? Inverse-le, il me dit, inverse-le sur un carreau. Ouais. Donc, rends baissier l'haussier et rends haussier le baissier. Et dis-toi, est-ce qu'il va continuer à monter ? Peut-être pas. Et donc, comme c'est le baissier que tu regardes à l'envers, ça va donc arrêter de baisser. Ou est-ce qu'il va continuer à baisser ? Et comme c'est le haussier que tu regardes à l'envers et que tu dis non, ça peut pas baisser plus, il va donc arrêter de monter. C'est pour dire que si tu relativises ton observation, tu t'emballes pas ni dans l'angoisse de trop perdu, ni dans le rêve de trop gagner. Et c'est là où un tiers, quand même, peut t'aider à garder la tête froide, déjà. Sain, voilà. Ouais. Et à échanger, c'est un peu finalement comme un psy qui a besoin d'une psychanalyse. Exactement, j'attendais que tu le sortes, j'ai failli le sortir. C'est que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, je dis ça personnellement je le fais pas, mais peut-être à tort d'ailleurs, dans certains choix de nos vies, dans certaines difficultés de nos vies, on ferait peut-être mieux de se psychanalyser ou d'aller se faire psychanalyser calmement. Alors à une époque, bon je dis ça compte tenu de mon passé et de ma culture transmise, les uns allaient se confesser chez les prêtres, les autres je ne sais où, bon peu importe le sujet des religions, mais on est dans une situation où on croit aujourd'hui qu'avec l'informatique, l'internet, le machin, on va tous démerder tout seul. Et alors ça c'est un truc très important justement dans cet épisode, c'est que mon avis évolue là-dessus. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression que... Alors déjà, il y a une notion de transparence qui a changé sur ce marché, c'est-à-dire la loi a changé, mais j'avais quand même j'ai eu plusieurs fois ce mauvais sentiment d'avoir des gens qui essayaient de me vendre des trucs, qui me vendaient des... alors avant les Pinel, je sais plus comment ça s'appelait, ces appartements, il y a eu plein de noms, mais on essayait de me vendre un appartement au premier étage d'une sombre banlieue de je sais pas quoi, avec un mur à 1,50 m en face, et je me disais, et on me répondait, mais c'est pas de l'immobilier que t'achètes, c'est un investissement financier. Je me disais, mais il est con. Non, je pense que je te coupe tout de suite parce que c'est mon grand sujet, ça. C'est que tu achetais ni d'immobilier ni un investissement financier, tu achetais une défiscalisation intéressante par rapport à tes revenus. Oui. Et résultat des courses, tu achetais parfois de la merde avec un immeuble à 1 mètre, parfois des appartements, et il y a un problème d'ailleurs en ce moment, c'est que certains trucs qui ont été achetés dans les lois, alors il y en a multiples, tu as cité Pinel, on peut en citer d'autres, mais c'est que ces produits-là sont des produits qui ont été survendus. Pourquoi survendus ? Parce que le partage de la commission de la défiscalisation, ça c'est un des sujets en France, et là on va arriver à la France, et je voulais rajouter, c'est pour ça que ta remarque me permet de revenir sur quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure, c'est qu'en France on a 2 défauts. Le premier, c'est qu'on fait beaucoup d'immobilier dans le patrimoine global des gens. Tout le monde le dit. C'est de l'ordre de 70 à 72% du patrimoine global, d'une épargne très élevée qui est de l'ordre de 15 à 16%. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'avantages fiscaux à cette épargne. Et dans les 20% restants ou 25% restants, on fait beaucoup de fonds dits administrés. J'ai cité le livret A tout à l'heure. Oui. On peut parler des fonds en euros dans les compagnies d'assurance, enfin dans les contrats d'assurance vie. Et donc là-dessus, on est dans une situation où le français croit, et ça c'est valable dans tout, la sécurité sociale, la protection, l'école, c'est qu'il croit que tout lui est dû et tout lui est gratuit. Donc, sauf qu'il fait tout pour ne pas payer d'impôts. Résultat, on est à 2200 milliards de dettes au niveau de l'État, 100% du PIB. On a un vrai sujet. Donc, attention, et c'est pour ça que je me suis permis de te couper, attention à ne pas confondre un placement défiscalisant, qui peut être bon au demeurant, mais un placement défiscalisant d'un placement financier ou de long terme. L'immobilier d'usage, comme on dit, là où tu vis,
Il a certainement au moins une qualité, c'est celui de te permettre de dormir au chaud ou au froid, mais au sec régulièrement. Maintenant, si tu fais de l'immobilier de rapport, aujourd'hui, il n'est pas sûr que les gens comprennent. Par exemple, et je dis ça pour nos auditeurs de nouveau, c'est que faire des appartements en croyant que ça va compléter la retraite de l'un ou de l'autre, je rappelle que tous les revenus en France sont cumulatifs et que donc on arrive aux tranches marginales de l'impôt, quel que soit le truc. Donc si tu loues, tu crois que ton crédit va être remboursé par ta location, mais en fait, il faut raisonner en net après impôt. Tu as 30% d'impôt. Il faut pas oublier que tu as également l'entretien de l'ascenseur, qui bientôt des huisseries, parce que ça c'est à la charge du propriétaire, pour éviter les pertes d'énergie, qui la toiture, tout. Alors on a la chance dans notre pays de pas avoir de tsunami, de tremblement de terre, d'incendies massifs, etc., etc. Mais malgré tout, alors c'est vrai que les immeubles à Paris, par exemple, pour beaucoup dans les beaux quartiers sont construits en 1890 ou 1900. Donc ça fait plus de 100 ans qu'ils sont là. Donc c'est un très beau rapport. Mais il ne faut pas se tromper de l'objectif poursuivi. C'est vrai. Mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est vraiment que, en fait, moi j'ai changé sur ce rapport. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans tous les métiers. C'est-à-dire que il y a des conseillers ou des gens qui sont forts et des gens qui sont moins forts. Il y a des gens qui sont plus honnêtes, d'autres qui sont moins honnêtes, en tout cas qui cherchent plus un rapport immédiat et moins sur le long terme. Et puis aussi, il y a les conseillers ou les gens avec qui on travaille sont pas infaillibles. C'est-à-dire que, en gros, on est aussi là pour discuter. Moi, je fais du conseil, toi, t'en fais aussi. Je fais du conseil dans le digital, dans l'innovation. Tout ce que je dis, je suis dans l'innovation, donc paradoxalement, ou même concrètement, on se trompe. Tu peux pas savoir tout sur tout. Exactement. En revanche, on est là pour échanger avec nos clients et échanger sur où est-ce qu'on veut aller, comment et pourquoi. Et donc là-dessus, un bon conseiller à qui je dis, moi, je pense que cet appartement, il est pas terrible, et ça a été le cas à l'époque. Et je lui ai dit, moi, je préférerais que tu ailles me trouver une défisque ou quelque chose comme ça, plutôt, je sais pas moi, en Gironde, un 5e étage avec une piscine et un double parking en sous-sol. Il l'a fait, il l'a trouvé, tu vois. Il a trouvé un truc. Oui, sauf que lui, il avait probablement, et là on rejoint la question que tu évoquais tout à l'heure, et qui est un point important, c'est qu'à la limite, pour être sûr que tu te fais pas malmener, j'allais dire enfumer sur la proposition, c'est poser la question de combien ça te rapporte. Parce qu'aujourd'hui, des sociétés de gestion, tu parlais de la financière de l'échiquier par exemple, qui fait effectivement des produits, mais qui par ailleurs fait de la gestion patrimoniale, du conseil, direct ou indirect, avec des CGP, donc des tiers vendeurs et autres, elle a un objectif, c'est effectivement de dire à toutes les catégories de vendeurs qui vont venir la voir, attention, tel et tel produit, je le connais mieux que d'autres, parce que mon métier, je sais pas tout, mais toi dans le digital, t'en sais plus que moi je suis nul là-dessus. Celui qui fait de l'immobilier, quand tu lui demandes de trouver le bon truc à Bordeaux, 5e étage avec piscine dans une résidence sympa, il va te le trouver. Par contre, s'il est scotché avec un truc à Gap ou à Grenoble de merde qui sait pas quoi faire, si tu poses pas de questions, il te l'enfile, j'allais dire, et puis t'es coincé, et puis c'est tout. Et c'est là où effectivement intervient non pas le conseil à demander aux vendeurs, mais le conseil demandé aux conseillers. Et là, on arrive à un problème de fond, parce que l'heure tourne, et j'ai peur qu'on soit à la fin, presque à la fin de notre discussion, mais on pourra peut-être en refaire quelques-unes. Avec plaisir. C'est que en France, de nouveau, la grosse erreur qui est celle de l'ensemble de la population, c'est de ne pas accepter de payer le service conseil. Si tu acceptais de te dire, le type, je vais l'officialiser comme mon représentant, comme mon mandataire, comme on dit, effectivement, je vais accepter de le payer en honoraire et je vais lui donner 3 contraintes. 1, de faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire trouver le 5e étage avec vue sur mer et la piscine en bas. 2, d'être sûr qu'il va aller sélectionner le meilleur produit pour moi sans toucher de commission, de marge arrière, comme je m'amuse à dire. Là, les législateurs ont fini par poser ça. Et 3, surtout, que je veux que ce conseiller, je puisse toute ma vie, ou la sienne,
avoir le recours à accès à lui pour vérifier si, sur le moyen long terme, parce que c'est un sujet important pour l'argent. Moi, quand j'ai démarré dans ce métier dans les années 70, comme je disais tout à l'heure, le monsieur qui m'a fait rentrer dans ce métier, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il me dit, tu sais Eric, ça va être très dur pour toi. Tu vas t'occuper d'un truc qui est le plus important pour les gens. C'est pas leur femme, c'est pas leur gosse, c'est pas leur société, c'est leur argent. Et si tu es face à des gens que tu vas jamais revoir. On est aujourd'hui, alors on va pas rentrer dans les détails techniques, cette fin de discussion, mais on est aujourd'hui avec des gens qui continuent dans certains domaines du conseil par toucher des coms pour des services qu'ils ne rendent plus depuis la nuit des temps. Le problème du français et le problème qui est différent pour l'anglo-saxon, du latin en général, mais de le français en particulier, c'est qu'il croit que tout lui est dû gratuitement. Et ça, c'est une grosse connerie. Donc du coup, pour compenser ça, ce qu'on te fait, c'est qu'on te dit, il y avait une sorte de flou qui est plus complètement possible, mais on te prélève des commissions un peu partout, et tu sais pas quand ni comment. C'est bien ça. Donc, alors, on prélève des commissions, c'est une chose, mais surtout, celui qui te conseille te fait croire, peut te faire croire, ils sont pas tous comme ça, mais peut te faire croire qu'il ne touche rien, qu'il fait ça pour tes beaux yeux. Si tu y crois, bon ben, t'as le droit d'être bête. Mais malheureusement, de toute façon, il faut bien qu'il mange. Et il a, encore une fois, je repense au mot, des marges arrière. C'est de moins en moins vrai, entre autres avec les réglementations que j'ai déjà citées, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais de MIF et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le législateur européen et donc français va obliger à une transparence de à qui profite, j'allais dire le crime, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout état de cause, le profit. Donc, monsieur le conseiller touche un bout, monsieur le producteur touche un bout, monsieur le constructeur d'immeubles, si on parle d'immobilier, touche un bout, monsieur le fabricant de produits de gestion, il touche un bout, etc., etc. La difficulté, c'est quand tu es trop petit, si j'ai que même 50 000 euros à placer ou 500 euros par mois, ou 1000, j'intéresse personne parce que je peux pas filer 100 euros par mois tu vois, en honoraire à quelqu'un, et si je lui file 30 balles... C'est là où il va falloir trouver des prestataires qui ont compris... la phrase est connue, il vaut mieux prendre peu à beaucoup que beaucoup à peu. Ouais. Donc on est dans une situation où les abonnements, par exemple au téléphone, Orange a bien compris que c'est pas avec ton abonnement à 40 euros, si tant est que ça soit ça, je dis ça par rapport au mien, moi je paye 40 euros par mois d'abonnement, ce qui est peut-être cher ou pas cher, je sais pas, les auditeurs... Je paye encore plus, tu vois, bon, tu me fais... mais résultat, moi je paye 40 parce que Orange le diffuse à des milliers, voire des millions de personnes, mais ce que je peux te dire, c'est que alors en plus je suis sur un Orange Pro, mais peu importe. Mais quand j'appelle, j'ai quand même régulièrement, alors j'ai pris l'habitude tous les 6 mois, de téléphoner à mon Orange Pro en disant, est-ce que mon abonnement, et ça ils sont de plus en plus honnêtes parce qu'ils sont obligés de l'être. Donc il faut... Est-ce que mon abonnement est le meilleur, c'est ça par ce prix-là? Oui, est-ce que mon prix est le meilleur? Est-ce que par rapport à ma consommation, par exemple, je vais parfois, là en ce moment, j'y suis allé 3 fois là, à l'étranger, aux États-Unis ou en Asie, il y a des abonnements qui, quand ils te détectent en connexion aux États-Unis, ils te majorent de 25% plutôt que de te faire tourner les compteurs, ils te mettent une franchise de 25%, de 25 euros, qui effectivement te couvre, alors pas tout, si tu passes ta vie à appeler de New York à Paris pendant ton déplacement, mais il te met automatiquement sur le meilleur... sur le meilleur tarif. D'accord. Et ça, c'est bon, et là on peut rendre louange ou remercier les législateurs, les autorités, etc., qui, contrairement à ce que d'aucuns croient, ne sont pas là que pour emmerder les producteurs, mais parfois pour faire que le producteur justifie son prix par rapport à la demande qui est faite de son client. Et alors là, je voudrais arriver sur ma dernière, une de mes dernières questions, j'en ai quand même une ou deux pour toi après. En discutant, et on n'était pas là pour dire le contraire, mais on se dit que quand même, notamment, alors on l'a peu abordé, mais c'est la notion de temps et d'expertise. C'est-à-dire que moi, si je veux cranter et devenir fort en Bitcoin, il faut que j'investisse pendant 2 ans. Si je veux, Bitcoin, autre chose, en bourse, en fonds, voilà. Donc ça, il faut que je sois expert. Donc il faut y passer. On parle souvent de la théorie des 10 000 heures, mais il faut y passer du temps. D'une part, et il y a la théorie du temps. C'est le temps que j'y passe toutes les semaines, tous les mois, et toutes ces choses-là. Donc si mon boulot à moi perso n'est pas que de gérer mon argent, a priori, je dois pouvoir me dire que si je le mets entre les mains de quelqu'un d'autre qui est expert, honnête, très fort et avec une vision long terme, il sera de toute façon meilleur que moi pour le faire. Il sera plus disponible que toi, il aura plus d'accès que toi, et comme tu viens de le dire très justement, si tu as la chance d'être très riche et de ne rien d'autre avoir à faire que de gérer ton fric,
tu peux devenir un expert. D'ailleurs, pour être très honnête, certains membres de l'AFG sont des gens qui ont commencé par gérer leur propre patrimoine avant d'offrir à leurs copains, leurs clients, leurs familles, oui, c'est ça. Le fameux Friends and Family, le fait de gérer leur argent. Donc, en gros, soit tu vas full-time, et puis tu t'apprends dans le dur. Et ça t'amuse, et ça te plaît. Soit tu te fais accompagner. Et si tu te fais accompagner, comment tu choisis? Alors, tu vois, je te parlais tout à l'heure de banquier privé, alors, tu as ta banque en direct, est-ce que tu vas la voir elle? Est-ce que tu vas voir... comment tu trouves un bon conseiller en gestion de patrimoine? Comment tu trouves un bon conseil? C'est quoi les critères? C'est où? Je vais sur quel site? Je fais comment? Je sais pas comment tu fais pour aller dans un bon resto quand tu as envie de bouffer avec des copains. Il y a TripAdvisor. D'accord, ou sinon t'en parles à ceux qui ont été bouffés en disant tiens, les bonnes adresses de ces dernières semaines, c'est où? Quand tu veux partir en vacances, tu fais quoi? Tu dis tiens, vous avez été à tel endroit. Moi, par exemple, ma femme rêve d'aller en Grèce. Bon, cette année, on va pas aller en Grèce, mais elle en parlait encore ce week-end avec des copains. Et il y en a un qui dit ah non, là, moi j'ai été là, il y a trop de monde, c'est la merde, c'est pire qu'à Saint-Tropez. Par contre, exactement, ou je sais plus l'autre là, il y a deux noms là, ou au contraire, voilà. Donc moi, je pense qu'il y a bien sûr parfois des bons sites, des bons journaux qui disent le meilleur conseiller, c'est ça. Moi, mon premier conseil, c'est que si tu connais quelqu'un qui est plus investi ou plus impliqué que toi dans la gestion de ses actifs, que tu as l'impression que tu peux lui faire confiance, lui dire qui t'a donné ce conseil. Il n'y a pas de meilleur prescripteur pour les sociétés de gestion et pour les sociétés de gestion de ce type-là, c'est-à-dire de solutions d'épargne, que les clients satisfaits. Par contre, le problème des sociétés de gestion en France, c'est que souvent, celles qui font des produits, c'est les performances passées qui préjugent des performances, qui préjugent pas normalement des performances futures, mais qui préjugent la collecte à venir. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il fallait jouer le cheval gagnant de l'année d'avant, et donc les gens se jettent dessus. C'est-à-dire que pendant des années, on a parlé de Carmignac ou de gens comme ça. Après, maintenant, on parle que de H2O, j'ai l'impression. Exactement. Et puis à un moment, on se dit, bah si eux ils cartonnent, j'y vais. C'est un peu le phénomène que tu disais tout à l'heure, c'est comme sur la bourse. Voilà, mais le problème, c'est que quand on t'en a parlé d'H2O, de Carmignac, de Rose, de Arty, de ce que tu veux, c'est effectivement des produits qui étaient très bons, qui sont peut-être encore d'ailleurs très bons pour certains, mais qui malheureusement, pour des raisons techniques, font que c'est pas forcément les plus pérennes. Donc, ne pas se tromper, et je te redis ça dans cette fin de discussion, c'est que la question, est-ce qu'il faut se faire conseiller? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut se faire conseiller pour sélectionner un produit ou un service? Je dis un service avant le produit. Le produit est un sous-ensemble. Quand tu fais la cuisine, quand tu regardes des livres de cuisine, qui est ma deuxième passion, ce qui justifie mon surpoids relatif, on est dans une situation où certains te disent « je prends le beurre de Saint-Malo, de Charente-Maritime, de je ne sais où ». Dans l'absolu, on s'en fout de l'origine du beurre. Ce qui compte, c'est de savoir qu'on met du beurre avec, je sais pas quoi, des langoustines et des petits pois. Mais l'important dans la recette n'est pas uniquement l'origine du beurre, elle est bien la dose du beurre. Et comme te disent tous les pâtissiers, les grands pâtissiers, c'est le truc à la mode. En ce moment, on parle plus des pâtissiers que des cuisiniers d'ailleurs. Le pâtissier, lui, c'est au gramme près. Hein. Pierre Hermé, il explique qu'il est au gramme près, un Michalak, enfin tu connais tous ces gens-là. La température aussi au degré près. Exactement, à à 106 degrés, il faut sortir le truc, sinon il va être cramé et tout. Mais ce qui compte, c'est donc le conseil de l'allocation d'actifs, c'est le conseil de la solution d'épargne, c'est le conseil de la durée de l'investissement. Après, il sera toujours temps d'aller savoir s'il faut acheter le produit A, B, C, D ou E. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Et malheureusement, alors ça c'est un grand sujet, on n'en a pas parlé, c'est pas ton thème, mais on en refera une fois si tu veux sur le sujet, oui. C'est que tu parlais des cryptoactifs avec le Bitcoin et tout, il y a une guerre entre ce qu'on appelle la gestion d'alpha et la gestion de bêta, c'est-à-dire les ETF, donc produits qui répliquent les indices, et les produits où les gérants ont le sentiment qu'ils apportent une valeur ajoutée, ce qui est le cas. Il y a des sociétés, Moneta par exemple, qui gèrent et qui créent de la valeur. Tu parlais de Carmignac, qui crée de la valeur en allocation d'actifs sur Carmignac Patrimoine et en allocation sur les sous-jacents. Enfin, on peut en citer comme ça beaucoup. Mais le sujet... Attention, t'es en train de me perdre. Non, mais peu importe. Le point important que je veux, et j'essaie de te rattraper là, c'est pose-toi la question du global avant de te poser la question du détail. Si tu fais une salle de bain ou une cuisine, quand tu vas aller acheter la plomberie, la vasque pour ta cuisine ou la table ou le truc,
savoir que tu fais ça chez l'un ou l'autre, tu t'en fous. Tu vas d'abord dessiner l'espace. Donc, dessinons l'espace de ton patrimoine, l'objectif à terme et la durée de ton patrimoine. Et après, il sera toujours temps de savoir si tu mets du bois, du carrelage, de la lave ou je sais pas quoi pour parler de ta cuisine. Après, il y a une question de prix. C'est très clair, Eric, ce que tu me dis. Je me permets de le reformuler. C'est qu'on prend du recul, on fait de la strat. Et pour prendre du recul et faire de la strat, vaut mieux quand même avoir quelqu'un qui fait du service et qui te fait du conseil plutôt que quelqu'un qui fait des produits et qui va chercher à te vendre ses produits directement parce qu'il est incentivé sur ses propres produits et que même s'il l'était pas, il est tellement passionné par ce qu'il fait que de toute façon, il te dira prends mes trucs parce que c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il gère. Au moment de la vache folle, je prends cet exemple depuis longtemps, au moment de la vache folle, aller chez un boucher pour acheter de la viande, c'était la bonne idée quand ça a été déclaré puisque de toute façon, il n'y avait plus de vache folle. Mais si tu y avais été avant et avant que les stocks soient renouvelés, est-ce que le boucher t'aurait dit non, va chez le poissonnier, c'est mieux? La réponse est non. C'est comme aller visiter la Tour Eiffel dans le lendemain d'attentat, quoi. Enfin, voilà. A priori, c'est plus triste, mais c'est pareil, c'est voilà. le jour le plus sécurisé. Ou c'est l'histoire du mec qui se fait piquer avec une bombe dans un avion et qui dit pourquoi vous avez une bombe? C'est parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait jamais deux bombes dans le même avion. Donc, l'histoire est la même. Mais je veux dire, oui, tu as raison et tu schématises bien ce que je veux dire. C'est posons-nous ensemble, collectivement, c'est-à-dire toi l'investisseur, moi le conseiller, quelle que soit ma casquette du jour, moi le conseiller, tes envies, tes besoins. Après, il sera toujours temps d'aller demander qui a tes enfants, qui a ta femme, qui a tes amis, la couleur, la forme, la matière et tout. C'est pas ce sujet-là. Par contre, et moi ce que je peux dire, c'est qu'on a la chance, je l'ai pas dit, mais je suis obligé, si je puis dire, parce que je crois intimement, la France a aujourd'hui est un pays où on a beaucoup de compétences techniques sur les produits, sur la qualité des produits proposés, mais il ne faut pas sauter la case conseil, allocation, solution d'épargne. Mais sinon, on va aller dans un très très bon schéma qui sera, et entre autres, on en parle beaucoup en ce moment et ça parlera sûrement à tes auditeurs, sur ce qu'on appelle la sustainable finance, c'est-à-dire la finance durable, où les millennials, comme on dit, donc les gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi et presque que toi, sont demandeurs d'une épargne, alors verte, mais ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance des entreprises, avec ce qu'on appelle le RSE, qui est donc la responsabilité sociale des entreprises. Et ça, je peux t'assurer que les asset managers que nous sommes, les gérants d'actifs que nous sommes, que ce soit en service ou que ce soit en produit, et surtout en service, moi, aujourd'hui, je sélectionne pour mes clients des produits RSE pour aller dans le bon sens de la gouvernance du pays de demain. Je vais faire un épisode aussi sur l'impact investment. Je fais une dernière remarque en plus par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est que j'ai notamment, alors sur mon autre podcast, la Génération Do It Yourself, fait eu des échanges avec Emmanuel Perrotin dans l'art contemporain. Avant, ça a été Kamel Menour. C'est pareil que dans l'art contemporain, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans une galerie, ça coûte rien. Allez voir éventuellement aussi, juste au moins par curiosité, voir ce qu'on a à vous proposer. Cette personne que votre pote vous recommande ou ce type dont vous avez entendu parler dans un podcast, on a cité plein de noms aujourd'hui, on a un sponsor, on a plein de gens, appelez-les. Prenez rendez-vous. On va pas vous charger a priori le premier rendez-vous, on est d'accord. Enfin, je crois pas que ce soit. Généralement, c'est découverte, j'échange, je voudrais voir ce que vous faites. Si celui qui va te charger le premier rendez-vous, c'est celui qui a tellement de clients qu'il en a rien à foutre de toi. Mais comme de toute façon, il te traitera mal parce qu'il a déjà trop de clients. À ce moment-là, s'il commence à te demander de payer le premier serrage de main, va en voir un autre. Mais sinon, ça sera gratuit. Donc voilà, et c'est un moyen de se découvrir et de faire tout ça. J'ai 2 dernières questions pour toi, Eric. Déjà, je te remercie vraiment de ton temps. Je commencerai par, si tu avais un conseil à donner à un jeune de 25 ans qui souhaite se créer un patrimoine, 25-30 ans, mais qui se lance un peu, ce serait quoi ? Le premier truc que je donne à cette catégorie-là, que j'ai le plaisir d'avoir enfanté, si je puis dire, parce que j'ai 5 enfants, alors je vais de 29 à 15, mais c'est épargner. Dès que vous commencez à bosser, on a la chance en France, si tant est que ton auditoire soit franco-français, au moins, comme on est en français, c'est langue française, mais c'est dès que vous commencez à bosser, vous pouvez vous acheter des appartements, vous pouvez rembourser les crédits. Aujourd'hui, on a l'impression que ça vaut rien parce que le crédit est gratuit, mais mettez 50, 100 euros par mois dans un petit portefeuille titre
au sens épargne financière, action, sensible, diversifiée. Alors là, votre conseiller que vous aurez bien sélectionné ou celui de votre père, de votre mère ou de votre grand-père vous diront. Et tous les mois, obligez-vous, comme vous le faites sur l'immobilier, à mettre cet argent. Parce que, et je sors cette blague depuis longtemps et ma directrice de com se fout de ma gueule à chaque fois, mais je vais quand même en profiter. Coluche, avant de mourir, puisqu'il est mort il y a plus de 30 ans, disait « Continuez à acheter de l'immobilier, de faire que de l'immobilier. Puis quand vous aurez besoin d'argent, quand vous serez vieux, vous avez qu'à vendre la cuisine. Les étrangers adorent la cuisine française. Mais avoir des appartements trop grands, pas liquide. Moi, je connais des gens, des dames d'un certain âge ou d'un âge certain, qui ont des très beaux appartements de 200-300 mètres carrés dans les beaux quartiers parisiens, mais qui n'ont plus d'argent pour vivre. Donc, pour vivre tous les jours. Alors, on n'héberge pas assez, les anciens ne prennent pas des jeunes et tout. Donc, le conseil, et je vais faire court, le conseil, c'est dès que vous avez la chance de commencer à travailler, même sur une somme modique, 50 ou 100 euros par mois, vous pouvez le faire, en plus probablement du crédit immobilier que vous aurez remboursé parce que tout le monde rêve d'avoir de l'immobilier. Ouais. Bon, ça changera peut-être un jour, mais pour l'instant, on est parti là-dessus. Et là, si vous faites le calcul, si vous avez une petite calculette, 12 fois 50 pendant 45 ans, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent à la sortie qui, sur la fin de vie, aujourd'hui, et ça c'est un chiffre qui est important à avoir en tête, dans la fin des années 50, la retraite durait en moyenne 7 ans, c'est-à-dire que les gens vivaient 7 ans à la retraite. Nous sommes aujourd'hui à plus de 20 ans. Donc si on ne se prend pas en main, alors il y a un mot qu'il ne faut pas dire en France qui est insupportable pour beaucoup, c'est les fonds de pension. Ouais. Mais en tout état de cause, ce conseil-là, mettez tranquillement et ne me dites pas et venez pas me dire que ce mois-ci vous le faites pas parce que c'est ce qui est dur, c'est pas l'effort une fois, c'est la continuité de l'effort. C'est comme faire des podcasts, il faut les faire sur le long terme, pas 2 ou 3. Adeline de Kellar m'avait prévenu que on serait plus long, qu'il fallait que je te dise que ça durait 30 minutes parce que voilà, elle nous écoute et elle sourit. Mais je dois quand même te poser ma dernière question, Eric. Et toi, c'est quoi ta martingale à toi ? Moi, ma martingale, c'est d'avoir toujours le sentiment que les gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir confiance et avec qui j'ai eu l'occasion de faire des tests, le fait que je t'ai reçu, je te dis ça pas pour te faire rougir, mais c'est parce que à l'époque, même si tu n'étais pas d'ailleurs le seul sur la liste de notre créateur de site, j'ai le sentiment que j'ai trouvé quelqu'un qui faisait et qui s'impliquait dans ce que je lui avais demandé de faire. Donc, moi, je pense qu'il est utile que les gens comprennent que s'ils ont la chance de trouver quelqu'un en qui ils ont confiance, il faut garder cette confiance, la vérifier régulièrement, parce que la confiance peut s'émousser, mais, et moi, ce qui me fait vivre ou ce qui me fait avancer, c'est pas forcément l'argent, malheureusement ou heureusement, j'en ai pas beaucoup, mais c'est le fait que j'ai aujourd'hui, tu vois, je viens de fêter mes 60 ans, j'ai reçu pour mes 60 ans quelques amis, et j'ai vérifié sur les 50 personnes que j'ai invitées à un déjeuner sympathique à la campagne pour mes 60 ans, il y en avait 30 de ces 50 qui avaient été là pour mes 20 ans, mes 30 ans, mes 40 ans, mes 50 ans et mes 60 ans. Alors, je sais pas, la vie a fait qu'on a tous vécu, ce qui est déjà une bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'on est des amis de longue date et ça n'a pas de valeur, quelle que soit la relation qu'on peut établir avec son conseil. Et tous les conseillers te le diront, les bons conseillers et tous les clients qui ont des bons conseillers te diront « mon conseiller est devenu mon ami » et le conseiller te dira « mon client est devenu mon ami ». Je te remercie pour cette dernière question. Je pense que c'est une très belle manière de conclure et je te remercie aussi pour le gentil mot à mon égard. Je fais que te rejoindre là-dessus. Je pense qu'en effet, cette confiance qu'on accorde et qu'on peut challenger de temps en temps est hyper importante dans tous les métiers. Ça marche évidemment dans la finance, on l'a dit aujourd'hui. Ça peut marcher sur un entrepreneur avec qui on fait des travaux. Ça peut marcher sur un marchand au coin de la rue avec qui on fait peu importe, un cordonnier ou peu importe. Et je trouve que c'est une très belle manière de terminer tout ça. Je te remercie beaucoup, Eric. Merci à toi. Et je vous remercie à tous de nous avoir écoutés sur ce podcast un peu plus long que prévu et de bien partager la martingale autour de vous, comme sur tous les autres podcasts, mais de le noter et de mettre un
commentaire sur iTunes, c'est très important parce que ça permet de le faire remonter dans les classements. Et puis vous avez forcément des copains, des amis, des copines, donc aussi qui cherchent des conseils dans l'immobilier, dans l'investissement, dans plein de choses. Et je pense que cette découverte que je fais en tant qu'amateur profond de la finance pourra les aider aussi. La passion me rend bavard, j'en suis désolé. Moi, je suis ravi, tu vois. Je pourrais durer 1 heure de plus, hein, t'inquiète pas. Salut, à bientôt sur La Martingale. Merci. Merci d'avoir écouté La Martingale. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 2 minutes, merci également de lui donner 5 étoiles sur iTunes si vous êtes sur un environnement Apple. C'est important pour faire émerger ce podcast dans les classements. Nous revenons dans 15 jours avec un nouvel épisode. Je tiens à remercier particulièrement OTA Capital, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. N'hésitez pas à faire un premier rendez-vous avec OTA Capital et à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pourrez les contacter directement sur leur site internet ou sur le mail lamartingale@ota-capital.com. Ce podcast est produit par Cosa Vostra. Je remercie toutes les équipes de production, en particulier Camille, Fatma et Dalanda.